Il t'a fait croire que c'était de l'amour. Il t'a regardé comme personne, pour mieux t'effacer ensuite. Et toi, tu as douté, pas de lui, de toi. Tu t'es demandé si tu devenais fou, si c'était toi le problème. Mais non, tu étais juste tombé sous l'emprise d'un pervers narcissique. Tu veux comprendre pourquoi tu n'as rien vu venir. Tu veux savoir comment guérir quand tout en toi s'est effondré. Et surtout, tu veux te reconstruire. Mais cette fois, pour de vrai. Dans cette vidéo, on ne va pas juste parler, on va tout décortiquer. Les pièges, les signes invisibles, les dégâts profonds, mais aussi les clés de libération, celles que les stoïciens utilisaient face au chaos. Tu vas apprendre, tu vas comprendre, tu vas te transformer. Et si toi aussi tu vis ou as vécu cette douleur silencieuse, alors laisse un like pour qu'on sache que tu es là et n'hésite pas à écrire dans les commentaires « Je me reconstruis ». Parce qu'ici, tu n'es plus seul. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, que les pervers narcissiques ne s'attaquent qu'à des personnes faibles, isolées, fragiles. Mais que dire alors de Johnny Depp, détruit médiatiquement, accusé à tort, puis blanchi après un procès mondialement suivi? Que dire de Selena Gomez, tombée en dépression profonde après sa relation toxique avec Justin Bieber, relation qu'elle a elle-même qualifiée de destructrice et émotionnellement violente? Lady Gaga a aussi révélé avoir été victime de manipulation et de contrôle dans une relation passée au point d'en perdre son identité. Même la princesse Diana avait parlé du vide glacé qu'elle ressentait, coincée dans un mariage où elle était constamment rabaissée, surveillée, humiliée. Si des personnes puissantes, riches, influentes, peuvent tomber sous l'emprise d'un pervers narcissique, alors personne n'est à l'abri. Et pourtant, dans 80% des cas, selon l'OMS, les victimes n'identifient la relation comme toxique qu'après la rupture. Parce qu'au départ, tout semble parfait. Le pervers narcissique sait séduire, il anticipe vos besoins, il copie vos goûts, il vous enveloppe. Il ne vous séduit pas seulement, il vous étudie. Puis il vous capte, vous isole, vous vide. Le pervers narcissique n'arrive pas avec une pancarte. Il arrive avec un regard intense, une écoute parfaite, une histoire triste qui vous attendrit. Ce n'est pas un monstre. C'est souvent quelqu'un de charmant, drôle, cultivé, brillant en public. Et c'est là le piège. Car plus il est aimé à l'extérieur, plus vous doutez de ce que vous vivez à l'intérieur. Vous vous dites « c'est moi le problème ». Et c'est exactement ce qu'il veut. Les chiffres sont glaçants. Une étude de l'université de Stanford a démontré que les pervers narcissiques représentent entre 1% et 3% de la population, mais ils causent plus de 70% des traumatismes émotionnels en milieu relationnel. Ce n'est pas une mauvaise rencontre, c'est un système, une mécanique, un pattern. Il vous pousse à vous remettre en question constamment, à vous excuser pour des choses qu'il a provoquées. Il dit « je t'aime » le matin, vous ignore l'après-midi, vous détruit le soir. Et au milieu de ça, il vous fait croire que sans lui, vous ne valez rien. Et si cela te parle, ce n'est pas un hasard. Ce type de relation laisse des séquelles invisibles, mais bien réelles. Selon le Journal of Affective Disorder, 65% des victimes de relations toxiques développent des troubles de stress post-traumatique comparables à ceux des vétérans de guerre. Non, ce n'est pas dans ta tête. Ce n'est pas un mauvais moment à passer. C'est une guerre psychologique lente, insidieuse, épuisante. Et le plus cruel, c'est qu'elle se mène souvent en silence. Mais alors, pourquoi reste-t-on? Pourquoi accepte-t-on l'inacceptable? La réponse est complexe, mais essentielle à comprendre. Une étude du docteur Patrick Carnes sur les mécanismes de l'attachement traumatique explique que le cerveau, sous pression émotionnelle, développe une dépendance chimique au pic de stress et de soulagement. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'abus. Il vous blesse, vous soigne, vous blesse à nouveau. Et votre cerveau finit par confondre ça avec de l'amour. Dans les relations avec un pervers narcissique, ce qui vous piège, ce n'est pas ce qu'il fait de mal, c'est ce qu'il fait de bien. Les excuses parfaites, les promesses, les moments d'euphorie, ces instants où tout redevient normal, où vous pensez « il a compris ». Mais non, il ne changera pas. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne veut pas. Parce que dans sa vision du monde, vous êtes un objet, un miroir,
une extension de lui-même. Vous n'avez pas le droit d'exister pour vous-même. Tu n'es pas seul à vivre ça. Beaucoup trop de gens se taisent, honteux de ne pas avoir fui plus tôt. Mais il n'y a pas de honte à avoir. Tu n'es pas responsable de la manipulation que tu as subie. Tu es responsable de ce que tu choisis maintenant. Et c'est ici que commence la reconquête de ta liberté. Pas en fuyant la douleur, mais en comprenant, en posant des mots, en trouvant des réponses concrètes, enracinées dans l'expérience, la science et la philosophie. Les stoïciens le savaient. Sénèque disait « Celui qui souffre avant que le mal ne soit arrivé, souffre plus qu'il ne faut ». Cette phrase prend un tout autre sens quand on comprend que vivre sous emprise, c'est vivre en anticipation constante. Tu n'es jamais en paix. Tu attends la prochaine crise. Tu surveilles ses gestes. Tu marches sur des œufs. Et le plus paradoxal, c'est que tu t'y adaptes. Tu deviens l'ombre de toi-même. Mais tout peut changer. Il existe des clés, pas des recettes magiques, mais des chemins. Et dans cette vidéo, tu vas les découvrir. Tu vas comprendre pourquoi tu as vécu cela, comment le stoïcisme peut t'aider à reprendre le pouvoir et surtout comment te reconstruire vraiment. Pas en devenant plus dur, mais en devenant plus libre, plus lucide, plus aligné avec toi-même. Tu ne t'es pas laissé manipuler parce que tu es faible. Tu t'es laissé manipuler parce que tu es humain, parce que tu as voulu aimer, parce que tu es tombé sur quelqu'un qui savait exactement comment t'approcher. Et ce piège, tu ne l'as pas vu venir, parce qu'il était construit pour être invisible. Le pervers narcissique ne frappe pas fort au début. Il murmure, il observe, il s'adapte, il t'écoute mieux que personne. Il te regarde avec intensité. Il te fait te sentir vu, entendu, valorisé comme jamais. C'est l'attaque la plus dangereuse, celle qui ressemble à de l'amour. Il te montre ce que tu attends depuis toujours, mais ce n'est pas toi qu'il aime. C'est ta lumière qu'il veut voler. Le piège commence toujours par un excès. Trop d'attention, trop de compliments, trop vite. Il te dit que tu es différent, que vous êtes uniques ensemble, que personne ne l'a jamais compris comme toi. Et toi, tu ouvres les bras, tu baisses la garde. Tu crois que c'est rare, que c'est précieux. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la stratégie. Il te met en dette affective. Ce phénomène a un nom, le love bombing. C'est une technique redoutable. Elle déclenche dans ton cerveau une avalanche de dopamine et d'ocytocine, les mêmes hormones que celles d'un shoot amoureux ou d'une drogue. C'est documenté. L'université d'Oxford a démontré que les victimes de love bombing ressentaient des effets similaires à ceux d'une addiction à la cocaïne. Ton cerveau veut revivre ce shoot. Et pour ça, il va s'accrocher, même quand l'amour se transforme en poison. Puis, très subtilement, le changement commence. Une remarque ici, une critique là, un regard dédaigneux. Mais attention, toujours justifié, toujours habile. Il dira que tu es trop sensible, que tu comprends mal, que tu imagines des choses. Tu doutes, tu te tais, et c'est là qu'il t'attrape pour de bon. Ce glissement, les chercheurs l'appellent gaslighting, un terme inspiré du film Gaslight de 1944, dans lequel un mari manipule sa femme pour la faire douter de sa propre réalité. C'est exactement ce que fait un pervers narcissique. Il te fait douter de ta mémoire, de ta logique, de ton instinct. Tu commences à penser que tu exagères, que c'est toi qui abîmes la relation. Selon le Centre de psychotraumatologie de Paris, les victimes de gaslighting mettent en moyenne 14 mois à identifier qu'elles sont manipulées. C'est énorme, parce qu'en 14 mois, on a eu le temps d'être isolé, de s'éloigner de ses amis, de couper des ponts avec sa famille. On a le temps de perdre confiance en soi, de perdre sa voix. On devient un fantôme socialement fonctionnel, mais intérieurement brisé. Et là, le cercle est verrouillé, parce que tu n'as plus de témoins extérieurs pour te refléter la réalité. Plus personne pour dire « ce n'est pas normal ». Et même si quelqu'un te le dit, tu le défends. Tu dis qu'il est fatigué, qu'il a souffert, qu'il est gentil, au fond. Tu deviens le porte-parole de ton bourreau, parce que le pervers narcissique t'a convaincu que l'amour, c'est souffrir. Pourquoi est-ce si difficile à voir? Parce que c'est progressif, parce que ça ne laisse pas de traces visibles, parce qu'il y a toujours des moments où ça va bien,
et tu t'y accroches. Une étude publiée dans Psychology Today a montré que les relations toxiques sont les plus difficiles à quitter, justement à cause de cette alternance entre le chaud et le froid, qui active les mêmes mécanismes cérébraux que les machines à sous des casinos. Ce n'est pas une relation, c'est une addiction comportementale. Mais il y a une vérité que tu dois entendre. Ce n'est pas de ta faute si tu ne l'as pas vue. Ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas un manque de force. C'est la preuve que tu as cru, que tu as aimé. Et c'est justement pour ça que tu peux t'en sortir. Parce que tu as une boussole intérieure. Elle a été brouillée, mais elle est toujours là. Le stoïcisme peut t'aider à la retrouver. Mais pas de manière magique. Il ne s'agit pas de citations à afficher sur ton frigo. Il s'agit de lucidité, de redevenir ton propre juge, de reprendre le contrôle de ton regard. Marc Aurèle disait « Si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement sur elle, et tu as le pouvoir de le changer. Ce n'est pas un reproche, c'est une porte. Comprendre le piège, c'est déjà commencer à s'en libérer. Ce que tu vis est une guerre silencieuse, une guerre contre ton propre esprit. Et maintenant que tu as compris comment le piège fonctionne, tu vas pouvoir voir clair. Dans la suite, tu vas découvrir pourquoi cette emprise détruit autant et comment t'en relever. Derrière les sourires sur les tapis rouges et les publications parfaites sur Instagram, il y a parfois des âmes brisées. Britney Spears, enfermée sous tutelle pendant 13 ans, a fini par révéler l'étendue des abus mentaux qu'elle a subis. Amber Heard et Johnny Depp, au-delà du spectacle médiatique, sont deux symboles de ce que peut devenir une relation où la manipulation dépasse l'amour. Kanye West, entre crise publique et troubles mentaux exposés, a souvent parlé du chaos émotionnel dans ses relations. Et derrière tous ces noms, il y a cette réalité crue. Même les plus puissants peuvent s'effondrer de l'intérieur. L'effondrement ne se voit pas toujours de l'extérieur. Il est silencieux, progressif, étouffé. Un matin, tu te réveilles et tu ne reconnais plus ton propre reflet. Tu ne sais plus ce que tu veux. Tu doutes de ce que tu ressens. Et le pire, c'est que tu t'en veux. Tu te dis « Pourquoi je n'arrive plus à avancer? Pourquoi je me sens vide ?» Ce que tu ressens, ce n'est pas de la tristesse normale. C'est un effondrement psychique. La science commence à peine à mesurer l'impact d'une relation toxique sur le cerveau. Des chercheurs de l'université d'Harvard ont démontré que les victimes d'abus émotionnels prolongés présentaient une réduction significative de la densité de matière grise dans l'hippocampe, la zone du cerveau qui gère la mémoire et la prise de décision. Tu n'es pas fou. Tu es neurologiquement blessé. Ton cerveau a été bousculé, modifié, programmé à survivre, pas à vivre. Et c'est là que le stoïcisme commence à faire sens. Car dans ces moments de vide, les philosophes stoïciens ne parlaient pas de bonheur, mais de stabilité, d'équilibre, de verticalité intérieure. Quand Épictète dit « Ce ne sont pas les événements qui nous détruisent, mais l'idée que nous nous en faisons », il ne nie pas la douleur. Il t'apprend à en faire quelque chose. Mais avant cela, il faut nommer ce que tu vis. L'effondrement est réel. Et il n'a rien à voir avec de la faiblesse. C'est le corps qui dit stop. C'est le cœur qui n'a plus la force de se battre dans le vide. Selon l'INSEE, une personne sur 2 connaîtra un épisode dépressif dans sa vie. Mais après une relation toxique, ce taux grimpe à 78%. Et parmi ces victimes, plus de 40% perdent leur emploi ou abandonnent un projet majeur dans les mois qui suivent. Ce n'est pas un simple chagrin. C'est une désintégration progressive de ton identité. Tu avais des rêves, des projets, une énergie. Et tout est devenu flou, comme si quelqu'un avait volé ta carte intérieure. Ce que tu vis n'a rien d'un échec personnel. C'est la conséquence d'un système d'usure. Le pervers narcissique ne t'a pas seulement fait souffrir, il a réorganisé ta perception du monde. Il a inversé les rôles. Tu es devenu coupable de ce que tu subissais. Et cette inversion est un poison lent. Elle continue d'agir même après la rupture. Tu continues de douter, de t'auto-saboter, d'accepter moins que ce que tu mérites. Mais il y a une autre réalité, une que tu ignores peut-être. Le cerveau est plastique. Il peut se régénérer. Une étude de la revue Nature a montré que même après un trauma sévère, de nouvelles connexions neuronales peuvent se former.
C'est là que commence la reconstruction, mais pas en un jour, et pas sans lucidité. Le stoïcisme ne promet pas le confort. Il offre des repères quand tout s'effondre. Quand tu ne sais plus qui tu es, il te dit « Commence par ce que tu contrôles. Ton souffle, ton regard, tes choix immédiats. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est stable. Et cette stabilité devient la première pierre. Quand tu es au plus bas, tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de direction. Et la direction, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient d'une décision intérieure. Refuser que ton bourreau vive encore en toi, par ta peur, par ta culpabilité, par ton silence. Tu n'es pas brisé, tu es en reconstruction. Et chaque instant où tu acceptes d'ouvrir les yeux, de nommer, de comprendre, tu reprends un morceau de ta souveraineté. Ce n'est pas encore la liberté, mais c'est la première marche vers elle. Et maintenant, il est temps d'aller plus loin. Parce que comprendre son effondrement, c'est bien. Mais se relever, c'est mieux. Et pour ça, tu vas découvrir ce que les stoïciens ont légué comme outil. Des clés de feu forgées dans l'adversité, capables de te rendre plus solide que jamais. Comprendre ne suffit pas. Combien de fois as-tu compris ce qu'il t'arrivait, sans réussir à t'en libérer? Tu sais que c'était toxique, tu sais que tu as été manipulé, tu sais que tu devrais tourner la page. Et pourtant, ça reste là, dans le ventre, dans la gorge, comme une tension sourde, un poison invisible. La vérité, c'est que comprendre n'est que la première étape. Ce n'est pas suffisant. Il faut devenir autre. C'est ici que la philosophie stoïcienne ne vient pas simplement expliquer, mais transformer. Elle ne te dit pas « voilà ce que tu as vécu ». Elle te demande « qui veux-tu devenir maintenant ?» Marc Aurèle, empereur de Rome, l'un des hommes les plus puissants de son époque, écrivait chaque jour dans son journal des pensées simples pour rester debout dans le chaos. Car lui aussi vivait entouré de trahisons, de complots, de douleurs. Et pourtant, il écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Le réveil stoïcien commence là, quand tu décides de ne plus être défini par ce que tu as subi, quand tu ne demandes plus aux autres de valider ta souffrance, quand tu réalises que ce qui t'a blessé ne disparaîtra pas, mais que tu peux changer la manière dont tu y réagis. Et ce changement, ce n'est pas une pirouette mentale, c'est une discipline, un entraînement. Comme pour le corps, tu dois muscler ton esprit. La psychologie moderne rejoint d'ailleurs les anciens sur ce point. Le docteur Viktor Frankl, survivant des camps de concentration et père de la logothérapie, expliquait que l'être humain conserve toujours une ultime liberté, celle de choisir son attitude face aux circonstances. Il a vu les pires horreurs, il a tout perdu, mais il a trouvé une vérité. On ne peut pas toujours éviter la souffrance, mais on peut lui donner un sens. Tu n'es pas là pour simplement survivre, tu es là pour renaître, pour faire de cette douleur un levier. Mais pour cela, il faut accepter un fait dur mais libérateur. La personne que tu étais ne reviendra pas. Et ce n'est pas grave, parce que celle que tu peux devenir sera plus ancrée, plus lucide, plus invincible. Le stoïcisme ne te dit pas de ne pas ressentir. Il te dit de ne pas être esclave de ce que tu ressens. Il t'apprend à faire la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Et dans le cas d'un pervers narcissique, il y a un point capital. Tu ne contrôleras jamais ce qu'il dira de toi. Tu ne contrôles pas son image, ses justifications, ses mensonges. Mais tu contrôles ce que tu fais de ta souffrance. Et ça, c'est une puissance que rien ni personne ne peut t'arracher. Les études en neurosciences confirment ce pouvoir. Une recherche du Massachusetts Institute of Technology a montré que la manière dont on perçoit un événement douloureux peut modifier son impact biologique sur le corps. Autrement dit, deux personnes peuvent vivre le même traumatisme, mais seule celle qui lui donne un sens arrive à le transformer. Et c'est là que tu deviens autre. Pas en faisant semblant d'aller bien, pas en te forçant à pardonner, mais en décidant de ne plus alimenter ton bourreau avec ton attention, ton énergie, ton discours intérieur. Tu n'as pas besoin de sa reconnaissance. Tu as besoin de t'accueillir, toi, de poser des actes, de reconstruire ton identité autour de ce que tu choisis de penser, de dire, de faire. Épictète, né esclave et devenu philosophe, disait «
Ce n'est pas la chose en elle-même qui nous atteint, mais notre opinion sur elle. Cette phrase est plus qu'un conseil, c'est une arme, une manière de reprendre ta souveraineté mentale chaque jour face aux souvenirs de l'emprise. Alors oui, il y aura des rechutes, oui, il y aura des moments où tu te sentiras à nouveau vidé, nostalgique, perdu. Mais à chaque fois, tu peux revenir à l'essentiel, ce que tu fais maintenant, ce que tu choisis aujourd'hui. Le réveil stoïcien, ce n'est pas une lumière qui s'allume une fois pour toutes. C'est une décision que tu reprends chaque matin, même fatigué, même en larmes. Et c'est là que la reconstruction commence. Pas dans un grand moment d'extase, mais dans ces gestes minuscules qui te reconfigurent. Ce que tu vas entendre dans la prochaine partie, ce sont ces gestes, ces étapes, ces leviers concrets, simples, profonds, pour reconstruire ton âme, ta force et ton avenir. Tu veux avancer, mais tu ne sais plus par où commencer. Tu te lèves le matin avec cette fatigue dans le corps et dans l'âme. Tu lis des phrases de motivation, tu écoutes des vidéos, mais quand le silence revient, tu sens encore ce vide. C'est normal. Tu ne peux pas reconstruire un château quand les fondations sont encore pleines de ruines. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils veulent guérir vite, ils veulent t'oublier. Toi, tu ne vas pas oublier. Tu vas rebâtir. Et pour ça, tu dois poser chaque pierre avec lucidité. La première chose à savoir, c'est que le traumatisme modifie ton système nerveux. Le docteur Bessel van der Kolk, spécialiste mondial du stress post-traumatique, a montré dans ses recherches que le corps garde une mémoire des abus. Tu peux couper le contact, bloquer la personne, déménager. Mais si tu n'agis pas à l'intérieur, la blessure continue de te dicter tes réactions. C'est pourquoi tu dois reconstruire à la fois ton esprit, ton corps et ton regard sur toi-même. La première pierre, c'est le cadre. Tant que tu vis dans le chaos, tu restes vulnérable. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Épictète enseignait que la liberté commence par la discipline. Cela veut dire que tu dois reconstruire ton quotidien, pas en le surchargeant, en le structurant. 1 heure pour toi, 1 heure sans téléphone, 1 heure sans te fuir. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Il s'agit d'agir, même quand tu ne crois plus que c'est utile. Deuxième pierre, le corps. Ce qu'un pervers narcissique vole en toi, ce n'est pas seulement ton estime. C'est ton lien avec ton propre corps. Tu ne te sens plus aligné. Tu es tendu, figé, parfois coupé de tes sensations. Les neurosciences le confirment. Le trauma fige le nerf vague, ce grand nerf qui traverse tout ton corps et régule tes émotions. Il faut le réactiver. Et pour ça, les pratiques les plus simples sont les plus puissantes. La marche consciente, la respiration lente, le contact avec la nature, le sport doux. Pas pour performer, pour ressentir. Revenir dans ton corps, c'est revenir chez toi. Troisième pierre, l'attention. Là où va ton attention, va ton énergie. Tu dois désintoxiquer ton esprit. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce qu'il a fait. Tu as besoin de tourner ton regard vers des lectures qui t'élèvent, vers des vidéos qui te montrent ce qui est possible, vers des gens qui vivent autrement. Les études de la Mayo Clinic montrent qu'un changement intentionnel de focus, juste 15 minutes par jour, améliore la résilience mentale sur 3 mois. Tu n'as pas besoin de 10 heures de thérapie par semaine, tu as besoin de 15 minutes de verticalité quotidienne. Quatrième pierre, les actes concrets. Rien ne reconstruit plus vite que l'action. Pas pour plaire, pas pour prouver, pour réaffirmer ton pouvoir. Une décision par jour, un nom que tu n'aurais pas osé dire, une vérité que tu exprimes, un projet que tu relances, même petit. Chaque choix que tu poses dans ta nouvelle direction crée une bifurcation neuronale. Tu n'es pas condamné à rester celui ou celle que tu étais dans cette relation. Cinquième pierre, le pardon à soi-même. Et c'est peut-être la plus difficile, pas celui qu'on donne à l'autre, celui qu'on s'accorde à soi. Tu ne pouvais pas voir ce que tu ne savais pas. Tu as fait de ton mieux. Le philosophe stoïcien Musonius Rufus disait « Ce n'est pas la faute qui nous détruit, mais le refus de la regarder en face. » Tu ne peux pas guérir en te jugeant. Tu guéris en t'accueillant, en te traitant enfin comme tu aurais aimé être traité. Avec patience,
avec tendresse, avec fermeté aussi. Et enfin, n'oublie pas cette vérité. Ce qui te semble lent est en réalité rapide. Car chaque graine que tu plantes maintenant portera ses fruits. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible sur Instagram, mais c'est réel. Et les gens autour de toi finiront par le sentir. Tu changeras d'énergie. Tu ne chercheras plus à prouver. Tu ne réagiras plus au chaos. Tu incarneras la paix que tu as construite à l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour guérir. Tu as besoin d'être constant et de faire chaque jour ce petit pas de plus. Ce que les stoïciens appelaient l'askésis, l'entraînement de soi. Pas pour être fort, pour être libre. Et dans cette liberté, il y a une revanche silencieuse, sans haine, sans cri. Une revanche que tu vas découvrir maintenant. Car le plus grand triomphe, ce n'est pas d'avoir le dernier mot, c'est de devenir inatteignable. Tu n'auras pas de scène finale, pas d'excuses, pas de justice publique. Le pervers narcissique ne reconnaîtra jamais ce qu'il t'a fait. Et c'est peut-être ce qui fait le plus mal. Parce que tout en toi crie pour être reconnu, entendu, réparé. Mais il faut que tu saches ceci. Ta revanche ne viendra jamais de lui. Elle viendra de toi. Et elle n'aura pas besoin de bruit. Ta revanche, c'est le silence. Ce silence rempli de force, de hauteur, de clarté. Tu crois que guérir, c'est retrouver ce que tu étais avant. Non. Guérir, c'est devenir inatteignable, plus manipulable, plus accessible à ce qui te détruit. Et cette version de toi, tu ne la trouveras pas dans la colère ou dans la haine. Tu la trouveras dans cette paix profonde, lente, stable, que les stoïciens appelaient l'ataraxie, l'imperturbabilité. Regarde ceux qui s'en sont sortis. Oprah Winfrey, abusée enfant, rejetée, humiliée, est devenue une des femmes les plus puissantes du monde. Pas en criant vengeance, mais en construisant chaque jour une vie à la hauteur de sa vérité. Eminem, trahi, dévasté par des relations toxiques, a canalisé sa rage dans son art jusqu'à imposer son nom au monde entier. Ses parcours n'ont pas effacé la douleur, mais ils l'ont transformée. Et c'est exactement ce que tu peux faire. Une étude menée sur plus de 1600 survivants d'abus psychologiques a démontré que les personnes ayant trouvé un sens à leur épreuve développaient ensuite une meilleure intelligence émotionnelle, plus d'assertivité et surtout une capacité accrue à détecter la manipulation. Tu deviens plus affûté, plus sélectif, plus vrai. Tu ne souris plus pour plaire, tu ne t'excuses plus pour exister. Et c'est là qu'il faut parler d'une chose cruciale, l'indifférence active. Elle ne consiste pas à faire semblant que l'autre ne t'a pas blessé. Elle consiste à te retirer du théâtre. Tu sors du jeu. Tu ne réagis plus. Tu n'argumentes plus. Tu ne cours plus après la reconnaissance. Tu n'espères plus qu'ils comprennent. Tu deviens ton propre centre de gravité. Et cette posture n'est pas froide. Elle est sacrée. Car elle dit « Je suis libre ». Marc Aurèle écrivait « Le meilleur moyen de se défendre, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal ». Et cette phrase, tu peux l'inscrire en toi. Tu n'as pas besoin de manipuler, pas besoin de te venger, pas besoin de prouver. Ta vie changera quand tu te sentiras aligné, même quand personne ne regarde. C'est ça, le vrai pouvoir. Être libre, ce n'est pas ne plus avoir de peur, c'est savoir les regarder sans se trahir. Être puissant, ce n'est pas dominer l'autre, c'est s'appartenir totalement. Et devenir inatteignable, ce n'est pas se fermer. C'est être tellement clair dans tes valeurs, tes limites, tes choix, que plus rien de toxique ne peut s'y accrocher. Tu ne seras plus celui qui mendie l'amour. Tu seras celui qui choisit qui entre dans sa vie. Tu ne répondras plus aux provocations. Tu comprendras qu'un silence bien placé vaut 1000 répliques. Et que ce que tu construis désormais n'a pas besoin d'être visible tout de suite, car tout ce que tu plantes aujourd'hui portera ses fruits. La confiance, la clarté, la paix, pas la perfection, mais la cohérence. Le stoïcisme t'a donné une carte. Tu l'as peut-être suivie sans t'en rendre compte, en regardant tes émotions en face, en acceptant que le passé ne changera pas, en agissant quand même, malgré la peur. Et maintenant, tu es à l'étape où tu peux vraiment choisir. Ne plus vivre en réaction, mais en création.
ne plus survivre, mais exister pleinement. Tu n'as rien à prouver. Ce que tu es en train de devenir vaut infiniment plus que ce que tu as perdu. Et même si la douleur revient parfois, elle ne décide plus de ta direction. Elle devient un souvenir, pas une chaîne. Tu marches plus droit, plus libre, plus vivant. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever.